Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis. Nous sommes le 21 mars 2019. Il est exactement 8h08. Parlons politique, parlons Gilets jaunes, parlons Emmanuel Macron. Alors la première question qu'il faut se poser avec beaucoup de recul et d'intelligence, ma foi, c'est comment cela se fait-il que ce président de 38 ans a été élu à la tête de notre cher pays? Comment un président, un homme, un jeune homme, un enfant pratiquement, 38 ans, c'est un petit jeune, a été élu président de la République? Alors, ce président en carton-pâte, comme dit M. Houblon, ce président en carton-pâte a été élu avec une toute petite minorité. À savoir, je crois que c'est 16% des voix, donc vous voyez que c'est vraiment tout petit pourcentage de gens qui ont voté Emmanuel Macron, de gens qui se sont prononcés, si vous voulez, pour cette élection de ce président en carton-pâte. Alors, de suite, je parlais avec un ami et je lui disais, tu sais, même à 38 ans, un ministre de 38 ans, déjà c'est un peu jeune. 38 ans, tu n'as pas le recul sur la vie, recul sur l'existence, le recul sur les choses de la vie, tout simplement, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir décider, prendre des décisions concernant la politique d'un pays. Et bien sûr concernant des millions de gens. Alors pour être président à 38 ans, en étant casé avec une taupe et n'ayant pas de marmot, franchement, des questions à se poser. Et pour le coup, je vous demande d'aller voir l'analyse psychologique du grand psychanalyste italien qui fait une analyse sur Emmanuel Macron et le dépeint comme un pervers narcissique, comme quelqu'un qui, ma foi, pour être tombé dans les griffes d'une cougar, eh bien, c'est un enfant, ma foi, un peu matrixé. Alors, 38 ans pour gouverner. Et là, je pense que, vous voyez, ce qui est en train de se passer actuellement avec les Gilets jaunes, voilà pourquoi je me questionne, je m'interroge, et bien sûr que je m'inquiète. Donc, si je critique quelque part, je ne vais pas dire ce mouvement, parce que, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, nous avons tous notre gilet jaune au fond de nous, forcément. Ceux qui sont un peu sociaux, ceux qui pensent à leur prochain, forcément, nous avons tous un petit gilet jaune quelque part. Mais, vous savez, on a tellement vécu, alors je ne parle pas de nous les Français, même si nous les Français aussi, nous avons vécu des manipulations, des combines et compagnie, mais les révolutions colorées à travers le monde, eh ben, à travers transparency, en toute transparence, comme dit notre cher ami BHN, alors
ces révolutions colorées, en fait, sont décidées par ce cabinet qui est contre la corruption des peuples, etc., etc. Et puis, il provoque donc des révolutions pour mettre dehors les élites des pays. N'oubliez pas qu'au Brésil, Lula s'est retrouvé au placard. Et ils sont beaucoup comme ça. Au Japon, je crois que quelqu'un de la politique, du gouvernement, s'est retrouvé au placard aussi, cause de corruption. Et il y a eu aussi tout un travail de préparation justement à savoir que voilà, on ne doit plus être dans la corruption. Les élites sont corrompues, mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. La corruption, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vais rebondir tout de suite sur, et je vais vous mettre la vidéo, une partie de la vidéo, tout de suite après, sur Boudjema, donc apparemment d'origine maghrébine. Alors peut-être que c'est le fils, je pensais à Boudjema de banlieue, de quelqu'un de très très brillant d'ailleurs, M. Boudjema, je ne me rappelle plus de son nom, et ce jeune homme dit, et c'est intéressant, quand même, il dit oui, oui, un mouvement sans leader, comme ça ne pourra pas couper des têtes. Mais non. Non, moi je crois pas que cette idée de mouvement sans leader, je pense pas que ce soit. Alors bien sûr, vous avez bien compris que les Éric Toutroué, les Maxime Coben, ces gens-là qui, eux, peut-être, ont été mis, et c'est là où toute la confusion, si vous voulez, la confusion est vraiment présente. À savoir, comment ces gens, Maxime Coben et les autres, comment, et ça je me répète, excusez-moi, je radote un peu, donc je commence à me faire vieux, hein, je me répète, donc comment ces gens-là se sont retrouvés dans ce mouvement des Gilets jaunes. Donc vous voyez que c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Alors on a discuté aussi de François Fillon et ses costards. Vous voyez, lui aussi, alors que la corruption existe, que les bakchiches, comme ils disent, hein, que toutes ces combines et compagnies, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais là, pour le coup, pour François Fillon, eh bien, comme il se présentait aux élections, eh bien, ils ont fait remonter l'affaire des costards, l'affaire de sa femme, de sa fille, alors que ce genre de combine existe depuis toujours en politique. Depuis toujours, et en politique en France, dans notre pays, et ma foi, je pense qu'il y aura toujours des combines dans la compagnie. Alors, mes amis, je vais vous mettre une partie de la vidéo. J'ai été vraiment surpris, alors je ne vais pas dire la violence, parce que pour moi, ce que fait le gouvernement est beaucoup plus violent que de casser des magasins ou de brûler le Fouquet. Vous comprenez? Ce que fait le gouvernement, sa manière de fonctionner, son approche à la misère, si vous voulez, eh bien, c'est beaucoup plus violent que, je me répète, je radote, je commence à me faire vieux, et c'est beaucoup plus violent que ces gens qui meurent dans la rue. C'est d'ailleurs, vous savez, moi qui est parisien, je vois des choses, parfois je suis vraiment très très surpris dans un pays comme le nôtre, dans une ville comme la nôtre, hein. Paris, c'est quand même la ville lumière, attention, la ville
lumière de voir des trucs vraiment déglingués. Alors, il faut un peu vous balader, vous qui êtes banlieusards, peut-être que vous ne voyez pas ça, peut-être que ceux qui travaillent à Paris, bah oui, les banlieusards qui travaillent à Paris, qui travaillent tard, la nuit, qui rentrent, oui, je pense que vous l'avez vu, c'est le bus de nuit, avec ces gens qui dorment dans le bus, vous voyez? Ces gens qui, ma foi, tournent toute la nuit dans le bus pour pouvoir dormir un peu, et dès que le métro il ouvre, eh bien, ils s'engouffrent parmi les esclaves et puis continuent, ma foi, leur sommeil agité. Et ces gens-là, malheureusement, soit ils pètent des câbles, soit leur santé leur fait défaut et ils meurent jeunes. Alors, mes amis, Emmanuel Macron, alors que son pays, alors je ne veux pas dire son pays, parce que je ne peux pas croire que lui-même prend sa tâche comme s'il gérait son pays. Donc, je ne peux pas dire que notre pays est le pays d'Emmanuel Macron. Donc, c'est la Macronie, comme dirait l'autre, mais ce n'est pas le pays d'Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas le pays d'Emmanuel Macron. C'est la Macronance, mais ce n'est pas le pays d'Emmanuel Macron. Et pourquoi ce n'est pas le pays d'Emmanuel Macron? Parce que Emmanuel Macron a été mis à la tête de ce pays. Donc c'est quelqu'un que l'on a poussé comme un cisgros qui pousse du tosma à ses petits. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui a été poussé par une certaine élite pour pouvoir ensuite avoir le total contrôle sur lui. Nous en avons eu la preuve avec l'épisode du CRIF et ce président du CRIF serrant, tenant, agrippant la main d'Emmanuel Macron et bien sûr soulevant sa main comme un trophée. Vous comprenez? Donc ce président n'est pas le président des Français. Et la question qui me revient, c'est comment ça se fait que les Français, après son élection, n'ont pas compris que cette histoire était une carambouille et ne sont pas descendus dans la rue pour demander sa destitution, quitte à revoir la Constitution, comme a fait d'ailleurs l'Algérie à l'époque du fils du GIA. Alors ils sont revenus carrément, et ça c'est vraiment antidémocratique. Alors que les extrémistes, comme ils disent, allaient prendre le pouvoir dans un débat démocratique. Donc c'est rejeter, si vous voulez, c'est rejeter la trace, les restes coloniales, vous comprenez? Donc c'était aussi rejeter ces anciens restes, si vous voulez, des colons. Donc peut-être que si, en effet, si l'Algérie aurait accepté, du moins pas l'Algérie, parce qu'il y a eu de l'ingérence dans cette histoire, on le sait maintenant, on le sait. Mais si l'Algérie, alors on va dire pour pas faire trop tchèque-là, si l'Algérie aurait accepté cette transition et, ma foi, que, vous avez vu, Boudiaf a juré la main sur le Coran. Donc, c'est pas un pays démocrate. S'il jure sur le Coran, c'est pas un pays démocrate. Faut arrêter un peu, faut arrêter de délirer. Donc, ils ont rejeté cette idée de charia, ils ont rejeté cette idée de musulmans d'extrême, comme ils disent, pour enfin dire que oui, c'est un pays démocrate, oui,
l'Algérie et la démocratie, etc., etc., alors que vous savez très bien que ce principe de démocratie n'est qu'une carambouille. Alors, on va écouter un peu Boudjema, Gilets jaunes. Donc, vous voyez, quand ils disent oui, la diversité, oui, ils ne sont pas dans la rue, eh bien, quand même, enfin, il y a Boudjema qui est là. On va écouter Boudjema, qui est très intéressant, qui est très intelligent. On avait prévu que ce serait difficile. On avait aussi prévu qu'il fallait marquer un coup d'arrêt à la politique de M. Macron qui ne nous écoute pas depuis maintenant près de 4 mois. Et, excusez-moi, pour revenir vite fait sur Emmanuel Macron, son pays est en pleine révolte, et lui trouve les moyens de partir en ski. Et le soir même, leur ministre de l'Intérieur est en train de twerker en boîte de nuit. C'est du foutage de gueule. C'est quoi ce gouvernement en carton-pâte, comme dit Monsieur Houblon. C'est vraiment pitoyable. Vraiment pitoyable. C'était votre philosophe sur le 2.0. Je vous dis à par plus dans l'autobus. Je reviendrai un peu plus tard. Je vais écouter 2-3 vidéos d'analyse et je vous dis à tout à l'heure. Merci mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.